Au cœur de l'Afrique de l'Ouest, là où les vents chauds du désert rencontrent les eaux salées de l'océan Atlantique, se trouve une terre empreinte d'histoires profondes et de destinées entrelacées. Aujourd'hui, nous nous plongeons dans les méandres du temps pour explorer un chapitre crucial de l'histoire, l'arrivée des Européens au Sénégal. Un récit de découvertes, de bouleversements et de rencontres qui ont laissé des empreintes indélébiles sur l'âme même de ce pays. Dans ce chapitre captivant, nous lèverons le voile sur l'arrivée des navigateurs européens, ces marins audacieux qui ont inscrit leur empreinte sur le destin de cette contrée paisible. Leurs récits d'aventure, tout aussi incroyables que controversés, ont indéniablement chamboulé le cours de l'histoire sénégalaise. Assois-toi bien et laisse-toi emporter par le récit palpitant de cette période de transformation et d'évolution. Et si notre voyage dans les méandres de l'histoire sénégalaise trouve écho en toi, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer des prochaines étapes, à exprimer ton appréciation en appuyant sur le pouce levé et à partager tes réflexions dans les commentaires, un espace d'échange qui enrichit chaque épisode. L'arrivée des premiers Européens au Sénégal est un chapitre clé de son histoire, marqué par des interactions complexes entre les cultures africaines et européennes. Mais comment étaient organisées les sociétés et les pouvoirs politiques avant l'arrivée des colonisateurs européens ? Les différentes formes d'organisation sociale et politique qui prévalaient sur le continent avant l'arrivée des Européens reflétaient, tout comme dans d'autres régions du monde, la manière dont les sociétés humaines s'adaptaient à leur environnement naturel et en tiraient parti. Comme ailleurs sur le continent, la diversité était la clé dans les structures sociopolitiques, lesquelles ont subi des transformations significatives au fil des siècles. On peut prendre pour exemple les véritables empires tels que l'empire du Ghana et du Mali, qui se sont maintenus sous des durées variables, en tant qu'entités étatiques. Les cités-États Haoussa, comme Katsina dans le nord du Nigeria, sont renommées pour leurs articles en cuir finement ouvragé, tels que les outils pour les caravanes commerciales, comme les sacs à eau, les selles et les harnais. Dans ces cités, les divers métiers étaient regroupés en guildes, qui avaient pour rôle de garantir le respect des normes et l'équité des prix. L'agriculture, occupant une place centrale dans ces régions, était favorisée par des techniques innovantes comme la rotation des cultures et l'usage d'engrais. Elle engendrait une variété de cultures, dont le riz, le sorgho, le maïs et bien d'autres. Par ailleurs, la maîtrise de la technologie du fer a joué un rôle crucial dans la formation de la plupart des entités politiques en Afrique de l'Ouest, à l'instar des États mandingues qui ont contribué à l'établissement de l'Empire du Mali, ainsi que l'État du Tekrour dans la vallée du fleuve Sénégal. Avant l'arrivée des Européens, il est important de souligner que le Sénégal était déjà une nation profondément distincte, caractérisée par une population diversifiée. Au sein de cette population, plusieurs groupes ethniques avaient développé leur propre système d'organisation sociale et politique, langues et dialectes, ainsi que des systèmes de croyances uniques. Parmi ces groupes ethniques, on peut identifier 6 groupes majeurs, regroupant plus de 95% de la population. Il s'agit des Wolofs, des Sérères, des Peuls, des Diola et des Mandingues. En revanche, les Maures, les Balantes, les Manjaques et les Mancagnes constituaient des groupes moins nombreux. Cette diversité ethnique était principalement enracinée dans des bases territoriales, malgré le grand nombre et l'étendue considérable de zones de population mixte. Par exemple, les Wolofs occupaient majoritairement l'ancien royaume du Kéyor, ainsi que les régions sud et sud-est de l'actuelle région du Sine Saloum. Les Sérères, le groupe le plus concentré, se trouvait principalement dans la région historique du Sine. Les Diola et les Mandingues, présents en grande majorité en basse et moyenne Casamance respectivement, formaient l'essentiel de la population de ces régions. Les Peuls, groupe particulièrement dispersé, représentaient près de 80% de la population en Haute-Casamance et occupaient principalement la région peu peuplée du Ferlo, au centre du pays. Enfin, la majorité des Toucouleurs résidaient dans les vallées moyennes et hautes du Sénégal, où ils formaient le groupe dominant. Ces populations avaient déjà développé à l'époque une variété d'institutions sociopolitiques bien structurées. C'était notamment le cas chez les Wolofs, les Sérères et les Diola, qui se distinguaient par une riche diversité d'approches dans ce domaine. La société Wolof traditionnelle avait une organisation politique et sociale étroitement liée, favorisant le contrôle territorial et la conquête.
Elle était divisée en 3 classes principales, les gens libres, les gens de caste et les esclaves. Les gens libres, aussi appelés les Guiambours, comprenaient 2 groupes principaux, l'aristocratie, composée des lignages royaux, des hauts dignitaires et des nobles, et la paysannerie, formée d'une masse de paysans pauvres et sans défense, les badaulas. Les gens de caste se répartissaient en plusieurs groupes selon divers métiers, dont chacun représentait une caste héréditaire et endogame. Enfin, les esclaves, en bas de l'échelle sociale, aussi appelés les diames, pouvaient être captifs de case ou de la couronne. Les guerriers, aussi appelés tiédos, étaient recrutés parmi les esclaves captifs et vivaient du pillage de guerre et de rançon des villages paysans. Cette structure sociale rigide plaçait le paysan et l'esclave sous le contrôle de l'aristocratie et des guerriers influents. La société diola traditionnelle se caractérisait par une fragmentation politique et un manque d'organisation territoriale. Chaque village ou famille formait un groupe autonome, s'unissant occasionnellement pour faire face à un ennemi commun. Les chefs étaient élus par leur bravoure et leur réputation. Les familles obéissaient à leurs propres chefs, formant des villages avec des quartiers séparés et une indépendance marquée. Le diola était étonnamment à la fois très individualiste et solidaire. Chaque famille possède ses parcelles de terre, mais le défrichement et les travaux champêtres restent une activité collective. La société diola présente une structure économique agraire et puissante. Le diola est un cultivateur de qualité pratiquant aussi l'agriculture, l'élevage et la pêche. Le riz est toutefois la culture dominante à côté de la culture de manioc, patates douces, arachides et divers fruits. Enfin, les familles diola constituaient les unités de base de la société dans une structure égalitaire, sans caste ni esclavage. La société sérère était égalitaire, avec une organisation politique centralisée grâce à une aristocratie guerrière étrangère appelée les Guelewars. Malgré l'influence wolof, la société sérère restait axée sur les paysans libres, qui avaient un contrôle significatif sur le pouvoir politique. Au-dessus des paysans se trouvaient les tiédos, une caste de guerriers au service des Guelewars. Ces derniers, responsables de l'organisation générale de la société, étaient la noblesse, dont le bourg et les dirigeants principaux étaient choisis. Cependant, le grand diaraf, le dirigeant le plus important, était choisi par les chefs de village et ne pouvait être destitué que par leur décision unanime, représentant ainsi les intérêts de la paysannerie. En dessous des paysans se trouvaient 3 castes endogames, les griots, les artisans et les esclaves. Les sérères sont traditionnellement des pêcheurs et des agriculteurs qui font accessoirement de l'élevage. En somme, la population sénégalaise disposait déjà avant l'arrivée des Européens de structures politiques bien élaborées, des économies très prospères et des cultures très riches. Ces structures étaient propres à chaque groupe et étaient caractérisées par une base territoriale. L'arrivée des premiers Européens a bouleversé ces organisations et les conséquences se font toujours ressentir dans la société. Au XVe siècle, les navigateurs européens, poussés par le désir d'exploration, de commerce et de colonisation, commencèrent à découvrir de nouvelles routes maritimes vers l'Afrique et les régions orientales. Le Portugal fut l'une des premières puissances européennes à s'intéresser aux côtes sénégalaises. Les Portugais arrivèrent sur les côtes sénégalaises en 1444. Ils établirent des comptoirs commerciaux le long de la côte, notamment à Gorée, île qui allait devenir un centre de commerce d'esclaves. Ils cherchaient principalement à tirer profit des ressources africaines, comme l'or, l'ivoire, les épices et les esclaves. Au XVIe siècle, les Hollandais, les Français et les Anglais entrèrent également en scène. Ils rivalisèrent avec les Portugais pour le contrôle des régions côtières. Les Hollandais s'emparèrent de Gorée et des zones voisines et fondent alors un comptoir sur l'île de Gorée, qui signifie dans leur langue bonne rade. Les Français établiront à leur tour un comptoir à Saint-Louis, qui deviendra la première capitale du Sénégal, tandis que les Anglais établirent des relations commerciales avec les royaumes côtiers. L'île de Gorée étant l'un des principaux centres de commerce des esclaves, elle fera l'objet de convoitises et de rivalités entre les Européens. Elle sera successivement occupée par les Hollandais, les Anglais et les Français, au gré des guerres. L'île sera définitivement cédée aux Français en 1817, jusqu'à l'indépendance du Sénégal en 1960. Ils prennent tous part à la traite négrière, avec l'aide des Africains de l'aristocratie ou métis soucieux de profiter des bénéfices de ce commerce. Les Africains capturés dans les régions environnantes étaient emmenés dans les forts pour être échangés contre des produits européens, armes, chevaux, des étoffes, puis transportés vers les colonies européennes en Amérique pour être vendus comme main-d'œuvre forcée.
Les Africains capturés étaient embarqués dans des cargaisons aux conditions inhumaines, où les taux de mortalité atteignaient souvent les 60%. L'île de Gorée conserve plusieurs traces de cette période sombre de l'histoire et propose à la visite sa maison des esclaves, l'abolition de l'esclavage au XIXe siècle par de nombreux Européens, ainsi que la montée de l'abolitionnisme en Europe mit fin au commerce triangulaire. Les Européens ont commencé alors à se tourner vers d'autres formes d'exploitation en Afrique, telles que l'exploitation des ressources naturelles et l'établissement de colonies pour le commerce et l'influence politique. Ainsi, les Français ont établi une colonie au Sénégal, les Anglais en Gambie et les Portugais ont échangé la Casamance contre des terres en Guinée-Bissau. Tout au long de leur occupation, les Européens ont eu un impact profond et durable sur l'organisation socio-politique et culturelle des sociétés sénégalaises. Voici quelques exemples d'impact sur la société. Changement dans les équilibres de pouvoir. L'arrivée des Européens a introduit de nouvelles dynamiques de pouvoir. Les royaumes et empires africains, qui existaient déjà en Afrique de l'Ouest, ont été confrontés à la présence et aux demandes des Européens en termes de commerce et d'accès aux ressources. Les Européens ont souvent joué les différents groupes locaux, les uns contre les autres, exploitant les rivalités préexistantes pour renforcer leur propre position. Commerce et économie. Les Européens ont introduit de nouvelles technologies, marchandises et formes de commerce. Ils ont établi des comptoirs le long des côtes pour échanger des biens manufacturés tels que les textiles, les armes à feu et les outils contre des matières premières africaines telles que l'or, l'ivoire et les esclaves. Cette transformation du commerce a eu un impact sur les économies locales et a influencé la production et les échanges de biens. Traite des esclaves. L'impact le plus néfaste de l'arrivée des Européens a été la traite transatlantique des esclaves. Les Européens ont capturé et acheté des individus d'Afrique de l'Ouest pour les vendre comme esclaves dans les Amériques. Cette pratique a eu des conséquences dévastatrices sur les sociétés africaines, détruisant des familles et entraînant la perte de nombreux membres de la population active. Culture et religion. L'interaction avec les Européens a également influencé les cultures et les religions locales. Les Européens ont introduit de nouvelles croyances, coutumes et technologies qui ont parfois été adoptées ou adaptées par les sociétés africaines. En même temps, les valeurs et les pratiques culturelles locales ont été souvent supprimées ou modifiées sous l'influence européenne. Maladies et démographie. L'arrivée des Européens a également apporté des maladies nouvelles pour lesquelles les populations africaines n'étaient pas immunisées. Les épidémies de maladies telles que la variole et la grippe ont décimé des communautés entières, ayant un impact significatif sur la démographie et la structure sociale. Transformation politique. Les Européens ont souvent interféré dans les structures politiques locales, en soutenant parfois des dirigeants favorables à leurs intérêts ou en créant des alliances pour renforcer leur propre position. Cela a conduit à des bouleversements dans les systèmes politiques traditionnels et à des conflits internes. En résumé, l'arrivée des premiers Européens au Sénégal a été un tournant majeur dans l'histoire de la région, marqué par des échanges commerciaux, des rivalités coloniales et la tragique traite des esclaves, ayant laissé des cicatrices profondes dans le tissu social et culturel du pays. Contrairement aux fausses valeurs reçues, qui prétendent que l'Afrique n'a pas d'histoire, le Sénégal, comme le reste du continent noir, avait déjà des sociétés bien organisées, des politiques très élaborées, des économies prospères et des cultures riches. L'arrivée des Européens a bouleversé ce beau paysage et cassé la dynamique sociale dans ces régions. L'histoire du continent africain souffre certes du manque d'écriture, mais il serait faux de considérer qu'elle n'en possède pas.